Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode de Gone Digital, j'interviewe Marie Esquelis, directrice du H7, qui n'est autre que le plus grand lieu de vie dédié à la croissance des entrepreneurs à Lyon. Qui est-elle? D'où vient-elle? Comment se dirige un endroit tel que le H7? Toutes les réponses sont juste après. Bonne écoute. Bonjour Marie, merci de venir dans ce podcast. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, je vais toujours bien. Toujours. Super. On est au H7 aujourd'hui, donc merci de m'accueillir dans les locaux du H7. Ma première question, c'est est-ce que tu viens de Lyon à la base? C'est une excellente question. Je suis née à Paris, mais je suis de maman lyonnaise qui a grandi à Tassin, et d'un père normand. Et j'ai baroudé un petit peu partout dans le monde, donc c'est vrai que je me sens un peu d'ici et d'ailleurs. Tu as voyagé un peu partout, tu as vécu dans d'autres pays? Ouais. J'ai, déjà dans notre ville, parce qu'on a une chance incroyable en France d'avoir une diversité, une richesse. Donc j'ai vécu à Lille, je suis partie à Londres, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. Wow, génial. Et puis j'ai pas mal voyagé aussi. Quelle relation est-ce que tu as avec le web? Moi, je considère le web comme un outil. Pour être tout à fait exact, en fait, je pense qu'il a toujours fait partie de ma vie. Dans le sens où je suis d'une famille de mathématiciens. Moi, je me souviens de mon grand-père qui filmait là, avec ses Super 8, etc. Ensuite, à la maison, mon propre père qui bossait sur ses gros ordinateurs avec des cartes perforées. Ensuite, les micro-ordi IBM. On a eu les premiers Macintosh. Et puis, je me souviens surtout du premier téléphone qu'on a eu, c'était un Bebop. Et quand je devais aller au cinéma, parce que Paris, c'est grand, du haut de mes, je sais plus, je devais avoir 15-16 ans, ma mère qui me prêtait son Bebop et moi je devais aller à Montparnasse quand je sortais de la séance et trouver une borne pour l'appeler, lui prévenir que c'est bon, j'allais rentrer à la maison et que j'étais safe. Donc la technologie et le web, je pense qu'ils ont toujours fait partie de mon histoire. Mais aujourd'hui, je crois surtout que, encore une fois, c'est un outil qui doit avoir un usage. Tout le monde a un smartphone dans la main. Et donc, il faut toujours réfléchir à la manière dont la tech peut servir nos usages au quotidien. Toujours essayer d'avoir un peu de recul sur les outils qu'on utilise et quelle est la finalité de tout ça. Parlons un peu de tes études. Tu as fait l'EDEC Business School, ça s'est bien passé? Extrêmement bien, surtout quand tu sors de 2 ans de classe préparatoire. Et non, c'est très bien passé dans le sens où, justement, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on passait de la théorie à la pratique. Une école de commerce, et moi j'ai fait le majeur la majeure entrepreneuriat. Okay. On bossait vraiment sur des cas concrets d'entreprises, leurs propres enjeux stratégiques, etc. Et donc ça m'a beaucoup plu. Cet esprit d'école aussi qui m'a beaucoup influencé, le fait que quand tu arrives en promo, donc tu es déjà dans cette logique de réseau, de networking, comme on dit en anglais. Et puis c'est des gens avec lesquels je suis encore en contact aujourd'hui et surtout que tu peux solliciter plus tard dans ta vie en fonction d'un besoin bien précis. Cet esprit de promotion qu'on essaye aussi un petit peu à H7, mais j'en parlerai tout à l'heure, de conserver en recrutant les startups par fleet, promo 1, promo 2, etc. Et puis c'est là où j'ai découvert l'audiovisuel aussi. J'étais dans l'association Etna qui faisait tous les films en fait, à la fois pour les événements de l'EDEC, mais également des films d'entreprises institutionnelles. D'accord. Et puis c'est là où j'ai rencontré mon mari, accessoirement. Oui, ça peut être bien aussi. Donc c'était bien l'EDEC. Super. D'accord, donc super expérience à l'EDEC. Merci l'EDEC. Du coup, tu commences ta carrière en 2006 dans le secteur de la banque, à BNP Paribas. Tu as fait LCL aussi, Argan Capital. En fait, je suis fille d'entrepreneur à la base. J'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat. Et quand je suis sortie d'études, ceux qui finançaient les entreprises, et on a tendance à l'oublier parfois aujourd'hui en France avec tout ce qui se passe autour des levées de fonds, du financement associé, et ceux qui finançaient les entreprises, c'était les banques. Alors certainement pas assez parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent qu'elles étaient financées à hauteur de ce qu'elles avaient sur leur compte. Donc c'est vrai qu'une banque n'a pas pour objet non plus de prendre
autant de risques qu'un fonds d'investissement ou une société de capital risque. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé en banque en fait, c'est parce que je me suis dit que c'était là où j'allais pouvoir rencontrer le plus d'entrepreneurs et apprendre à leur côté. Donc j'ai vraiment commencé en fait en corporate finance, au LCL, sur des opérations de rachat, transmission d'entreprise, et plutôt sur de la PME, c'était à Lille. Et là, c'était vraiment passionnant parce que tu es à proximité de l'entrepreneur. Tu as des gens qui ont mis toute leur vie sur leur table, la table avec leur assurance vie, etc. Et comment est-ce que tu fais au mieux pour les accompagner dans cette transmission qui est un vrai sujet en France. On n'a pas un tissu comme en Allemagne, par exemple, où les entreprises se transmettent soit de famille en famille. Voilà. Et donc c'est un vrai enjeu. Comment est-ce que je fais grandir mon entreprise, et puis au moment où soit j'ai envie d'aller en monter une autre, soit j'ai envie de m'arrêter ou de rejoindre le salariat, tout est possible. Comment est-ce que je fais pour trouver un repreneur, et donc c'est ça ce qui m'a passionnée. Ouais, c'est des enjeux très intéressants. Et en 2009, tu deviens auditeur junior chez Mazars Group. Tu nous racontes ? En fait, je voulais, pour comprendre les entreprises, je pense qu'il faut comprendre le côté dette, le côté equity, et également la réalité économique. Donc c'est pour ça que je suis passée par cette case audit. Je voulais avoir le triptyque. Donc la dette, je l'ai fait en banque, l'equity, je l'ai fait en fonds d'investissement chez Argon Capital, qui était le spin-off de Bank of America, la partie PE qui était basée à Londres. Et puis Mazars, pour le coup, c'était vraiment pour aller comprendre derrière tous ces chiffres quelle était la réalité économique. Et quand tu te mets à compter des boulons dans une entreprise qui fait des hélicoptères pour faire l'inventaire, là tout d'un coup tu peux comprendre pourquoi il y a des provisions et quel impact ça va avoir sur la comptabilité de la société. Donc je voulais vraiment aller au bout des choses, parce que j'ai fait un court passage aussi chez BNP justement sur des opérations cotées. Et donc derrière ces plateformes Bloomberg, Reuters, etc., en fait, la valorisation des sociétés, elle est liée justement à la réalité économique qui est derrière. Ouais. Donc c'est important de comprendre ça et de mettre les pieds dedans. Exactement. Et puis faut quand même le dire, c'était en Nouvelle-Calédonie, donc c'était plutôt agréable. Le cadre de vie. Exactement, d'aller faire son cours de kitesurf entre midi et 2 et de revenir chez ton client avec des tongs et les cheveux trempés. Très sympa. Donc voilà, c'était... Ok, Nouvelle-Calédonie, c'est cool. Et pendant 7 ans après, tu travailles chez LCL, où tu deviens chef de projet digital en 2014, ce que j'ai vu sur LinkedIn. Comment s'est fait ce revirement en fait de la finance au web, parce que tu es passé chef de projet digital, comment ça s'est déroulé ? Le LCL lance un grand plan de transformation digitale de la banque. Moi, ça faisait donc plusieurs années que je travaillais sur le secteur bancaire, et donc je connaissais très bien les clients, puisque j'avais bossé à la fois sur des opérations, je l'ai dit tout à l'heure, mais de reprise, transmission d'entreprise, mais j'avais été également chargée d'affaires commerciales pour des grands comptes. Et de ce fait-là, j'ai travaillé avec des directeurs financiers, des dirigeants d'entreprise sur leur logique de placement, de flux, de financement, etc., etc. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, la transformation digitale, ça part de la compréhension du besoin client et de la connaissance de son client. Et c'est là où je trouve que LCL a eu une belle démarche. C'est-à-dire, plutôt que d'aller chercher un expert en transformation digitale, ils ont pris le parti de choisir quelqu'un dans leur entreprise qui connaissait bien les clients et qu'ils allaient former. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, je trouve, en France, les grandes entreprises, elles ont parfois bon dos, mais elles forment aussi leurs collaborateurs et elles leur permettent d'évoluer. Pour le coup, moi, c'est LCL qui m'a donné des cours de marketing digital, de product ownership, de lean startup, de ergonomie, du UX, de design. Et ça, j'en ai bénéficié et j'ai appris sur le terrain. Et puis, pour quand même expliquer, en fait, j'étais chez LCL, donc, à l'époque en tant que chargée d'affaires. Et en parallèle de quoi, à titre indépendant, on avait monté des business expéditions en Silicon Valley. Parce que comme j'avais toujours eu cet attrait pour les nouvelles technologies, on emmenait des cadres dirigeants qui pensaient
que la France était certes une niche, mais une niche où il y avait des opportunités business, et donc qui venait identifier des nouvelles technologies ou des entreprises qui étaient basées dans la baie, qui souhaitaient s'implanter sur le marché français. D'accord. Donc ça, c'était l'origine de ces business expeditions. Finalement, il y a eu 1000 histoires auxquelles on n'avait pas du tout pensé derrière. Il y a certaines personnes qu'on a emmenées qui se sont fait recruter sur place. Sur place, directement? Tout à fait. C'est énorme, ça. Il y en a d'autres qui ont monté des écoles de code en France. Excellent. Il y en a d'autres qui se sont fait recruter également et qui sont devenus directeurs de transformation digitale dans des groupes. Il y en a d'autres qui ont monté leur start-up à leur retour en France. Donc, c'est génial. Finalement, c'était pas le premier objectif du voyage, quoique ça restait un objectif, créer des opportunités business. Bah là, ça a été créé et donc, pour le coup. Et je pense que c'est pour ça que, comme ils savaient que je connaissais bien les clients et que j'étais passionnée par les nouvelles technologies, c'est dans ce cadre-là qu'on m'a fait la proposition de poste et qu'on m'a permis d'être chef de projet digital. Exactement. C'est top ça. En général, j'essaye d'y aller une fois tous les ans et demi. Tu vas régulièrement? Ça va vite là-bas. Hein. Les cycles d'innovation, ils sont tellement rapides que tous les 6 mois, tu découvres de nouvelles choses et surtout de nouveaux usages. Et c'est absolument incroyable l'énergie débordante qui se passe quand même dans la baie. Ouais. Tu en ressors toujours avec un peps. Moi, ça me tient sur l'année et demie qui suit, avec des nouvelles idées. Exactement. Et à côté de ça, d'ailleurs j'ai fait une table ronde, l'introduction d'une table ronde lundi sur le sommet des Startup Challenge sur le sujet. La thématique c'était une Silicon Valley à la française. Moi je crois fondamentalement qu'on ne peut pas dupliquer le modèle de la baie. Il y a plein de choses à en reprendre, cette logique d'écosystème, ce lien avec la recherche, les universités, cette foi dans l'avenir et le fait qu'il soit toujours dans cette logique de dépassement des frontières, par le biais des frontières virtuelles, mais également des frontières même avec la conquête de l'espace, c'est quand même assez fou. Tu as des projets fous en fait. Moi j'ai rencontré le projet Loon par exemple, de Google, qui envoie des ballons gonflables partout dans le ciel pour aller donner un accès Internet à l'ensemble des populations. Et ça fait partie en fait des projets X de Google. Et voilà, cette vocation de changer le monde, cette logique quand même marketing très forte, hein. Les Américains là-dessus ils sont bons, un bon produit sans marketing ça sert pas à grand chose. Cette logique d'ouverture aussi sur l'autre, on se parle même entre concurrents. Donc voilà, il y a plein de choses à reprendre. En revanche, on a un modèle européen de l'entrepreneuriat à défendre du fait de notre histoire, de notre culture, de notre lien avec le monde des arts. Avec l'histoire aussi, le patrimoine. Exactement. Et puis surtout, je crois également tout ce mouvement des penseurs, donc réfléchir à un entrepreneuriat éthique, responsable, avec des valeurs. Et il faut le dire, hein, je veux dire, dans la Silicon Valley, on voit des personnes sans domicile fixe à chaque coin de rue, taux des loyers exorbitants, je veux dire, ça devient très compliqué de se loger et d'avoir une famille aussi, parce que le niveau, le prix de l'éducation, pareil, atteint des niveaux colossaux. Donc, ce qui fait que je crois qu'à Lyon, on n'est pas du tout en reste et qu'on a une attractivité de la ville. On est très bien logé à Lyon. Exactement. Et donc, il faut capitaliser sur ces atouts et s'ouvrir sur ce qui se passe ailleurs pour avancer. C'est intéressant parce que toi, tu as du coup les deux visions. Tu as la vision française et la vision américaine. Vu que tu y vas souvent, tu vois en fait les atouts de la Silicon Valley par rapport à l'entrepreneuriat français et inversement. De toutes les façons, je crois que dans la vie, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça t'enrichit de toute manière. Exactement. Et j'espère encore voyager beaucoup et rencontrer plein de personnes inspirantes et surprenantes qui me feront prendre le contre-pied de tout ce que je pensais peut-être jusqu'à maintenant et qui m'ouvriront de nouvelles perspectives. Il y a des pays où tu aimerais aller là, justement? Alors, j'ai jamais été pour le coup en Israël. Donc oui, ça c'est une des prochaines expéditions que j'aimerais beaucoup faire. L'Amérique latine, je connais très peu. J'aime beaucoup l'Afrique. J'ai déjà été au Burkina Faso. Pareil, je trouve qu'il y a une atmosphère qui se dégage, qui est absolument incroyable. Et puis toute cette rythmique avec la danse. Enfin, et puis tu rencontres des personnes qui n'ont rien, mais qui ont toujours le smile aux lèvres. Donc ça te permet de relativiser un petit peu, quoi. Le monde est à explorer. Exactement, c'est incroyable.
Et puis surtout, ce qui est chouette, c'est, et ce qu'on veut faire d'ailleurs au cœur de H7, c'est aussi faire venir les personnes d'ailleurs, dans le sens où plus ça parlera toutes les langues ici. Un des enjeux pour les startups de H7, c'est l'internationalisation. Comment je fais pour partir à l'export? Et je crois que tout ça, ça passe par la culture. D'ailleurs, on conseille souvent, lorsqu'on souhaite implanter une de ces antennes dans un autre pays, c'est de recruter quelqu'un en fait en local. Je crois que c'est hyper intéressant qu'on puisse avoir des personnes de tous les continents au cœur de H7, parce que ce sont eux qui vont pouvoir nous expliquer en fait comment ça se passe chez eux, quelles sont les règles, quelle est la culture. Les coutumes. Exactement, et comment est-ce que je fais pour m'implanter de la bonne manière, parce qu'il n'y en a pas une, il y en a une en fonction de chaque pays. Donc ouais, il faut que ça parle toutes les langues. Du coup, en 2018, tu deviens cofondatrice de Lyon is AI, je le dis bien, qui promeut l'intelligence artificielle à Lyon. Tu peux nous en parler un peu? Oui, tout à fait. En fait, ça c'était dans le cadre de mes business expéditions en Silicon Valley. J'ai pris la mesure de la 4e révolution industrielle, donc de cette ère de la data. Et j'ai rencontré des gens de chez Google Brain qui travaillaient justement sur des mécanismes de reconnaissance d'images. Grégory Renard chez X-Brain m'a beaucoup inspiré également. Donc voilà, j'ai commencé à voir tous les cas d'usage. On avait emmené avec nous d'ailleurs sur cette expédition LLTech, qui est une start-up qui permet de faire du diagnostic de cancer en temps réel en salle d'opération. Et quand on sait les délais pour pouvoir accéder à une salle d'opération, les risques que c'est d'ouvrir une première fois, de refermer, d'analyser, de réouvrir une seconde, etc. On voit aussi en quoi l'intelligence artificielle elle peut aider finalement à améliorer la vie du patient et à améliorer son parcours santé. Donc voilà, c'est comme ça que là je prends la mesure de cette révolution de l'intelligence artificielle qui est en train de se passer. Et pour préparer ce voyage-là, parce que chaque business expédition, on a un temps en général de préparation de 4 mois. L'idée, c'est pas d'aller à l'autre bout du monde pour demander bonjour monsieur, expliquez-moi ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est plutôt d'arriver en ayant déjà un petit background et de pouvoir échanger de manière constructive. Et donc dans ce cadre-là, on avait assisté en fait à beaucoup de conférences. On avait fait venir également, par exemple, on avait échangé avec Luc Julia de Samsung. On avait assisté à pas mal de conférences. C'est là où je rencontre par hasard Amélie Cordier, avant même que je m'installe à Lyon. Amélie qui était en train de présenter Humano. Donc pour ceux qui la connaissent pas, elle était maître de conférence au LIRIS et c'est la Chief Scientific Officer de Humano, une nouvelle start-up lyonnaise. Et puis j'échange avec elle et elle m'explique de manière hyper pédagogique, hyper pragmatique et avec beaucoup d'humour aussi que c'est que l'intelligence artificielle. Parce que finalement, l'IA, ça existe depuis déjà plusieurs années. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que justement les usages, ils accélèrent aujourd'hui et ce qu'on peut en faire. Et quand je reviens à Lyon, je rappelle Amélie, en fait, de manière très simple. Et moi, j'avais rejoint également France is AI, pour le coup, qui a été montée par Damien Gromet et Paul Strachman à l'époque, et je les avais aidés à organiser les premières conférences de France is AI. Donc tout ça, en fait, mon idée, c'est quand je ne connais pas un sujet, je ne suis pas du tout tech à la base, quand je ne connais pas un sujet, j'essaye d'aller chercher des personnes qui s'y connaissent. Des personnes ressources. Exactement. D'accord. Et qu'elles m'expliquent. Et donc j'arrive à Lyon, je rappelle Amélie, on se prend une bière, parce que souvent les plus belles histoires, elles commencent comme ça, plutôt qu'autour d'un PowerPoint. C'est clair. Et puis en arrivant à Lyon, comme j'étais toujours intéressée par l'IA, je vois qu'il y a un meet-up sur l'IA. J'y vais. Je connaissais pas grand monde, donc pareil, quand tu connais pas grand monde dans une ville, tu vas à tous les meet-up, les ateliers. Exactement. C'est clair. Et là, je rencontre également Flavien Chervet. Et ce fameux soir, je me souviens toujours, c'était à l'Achot 36, il y avait Flavien Chervet, Amélie Cordier et Jade Lemaître de Is Robotique et moi, et on se dit, mais il faut absolument qu'on crée Lyon is AI, parce que Lyon a tous les atouts qu'il faut, que ce soit en termes de talent, de laboratoires, d'entreprises qui travaillent sur l'IA, d'écoles, de start-up, pour faire rayonner
Lyon comme une ville de l'intelligence artificielle. Sauf que nous, notre souci, c'est un grand souci d'expliquer de manière très pédagogique. De vulgarisation scientifique un peu. Exactement. On a envie, oui, d'expliquer concrètement ce que c'est, à quoi ça sert, et également de fédérer les gens autour d'une communauté, donc par le biais justement de ces fameux meet-up, ou par le biais de ce qu'on appelle les AIPéros. Les AIPéros, voilà. Très bien. Et où on fait intervenir des personnes qui viennent nous expliquer concrètement à quoi ça sert l'IA. Ouais. Donc, et avec une vision très éthique, puisque dans les membres de OpenAI, on a Arnaud Billon d'IBM qui nous a également rejoint. Et sans être complètement naïf. Il ne faut pas être naïf, il faut aussi montrer quels sont les risques, les dangers associés à n'importe quelle technologie, mais toujours avec un côté optimiste. Et c'est ça ce qui est beau dans cette association, c'est que ce sont des gens qui se sont rencontrés et qui ont envie de s'investir sur un projet commun et qui apportent tous leur pierre à l'édifice. Et ça tourne en fonction des agendas de chacun, c'est une association de bénévoles. D'accord. Et voilà, donc notre mission c'est d'éduquer, de sensibiliser à ce que c'est que l'intelligence artificielle, quels sont ses impacts, quels sont ses potentiels de développement, et surtout de poser les bases d'un débat éclairé sur le sujet, puisque justement c'est un sujet qui doit être et qui est aujourd'hui porté de niveau national, mais pour que les citoyens également puissent s'en saisir. Et voilà. Ça peut paraître un peu lointain ou abstrait pour certaines personnes. Je pense que l'intelligence artificielle peut faire peur, même parfois. Donc c'est vraiment super comme initiative, je trouve que voilà, c'est top. Donc allez voir Lyon Isaïe, c'est vraiment top. Vous avez un site ? On a un site. Ouais. Et les meet-up, c'est sur Meetup, j'imagine ? Les meet-up, c'est sur Meetup. Okay. Et le prochain AIPéro, normalement, est le 22 juillet. 22 juillet, ok. Donc, à confirmer. Ok, top. Et voilà, on a eu des thématiques comme aussi art et IA, où on a fait intervenir Martial Joffre-Roulant. Donc, IA et éducation, IA et santé. Voilà, on essaye toujours de raccrocher la technologie à un secteur. Aujourd'hui, du coup, tu es directrice du H7. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est, le lieu, l'objectif, comment t'es arrivée là-bas, tout quoi ? Carrément. H7, ce qui est drôle, c'est que, déjà pour la petite histoire, comment est-ce que je suis devenue directrice de H7 ? J'étais justement, donc, quand je suis arrivée à Lyon, donc, j'ai commencé à rencontrer plein de gens. J'ai rencontré deux nanas absolument incroyables qui étaient Clémence Guy et Jade Attaoui de Boustignon, avec lesquelles j'ai un petit peu travaillé à mon arrivée. Ensuite, on fonde Lyon Isaïe. Et ensuite, je me lance avec une autre nana que j'avais rencontrée également à Boustignon, Adèle, qui a monté le fameux Cale Chemise. Je ne sais pas si tu connais, c'est un caleçon chemise en une seule pièce. Excellent. Et là, elle lance une nouvelle marque qui s'appelle La Totale. C'est le caleçon chemise pour femmes avec... parce que tu sais, quand tu as une combi en fait, et que tu vas aux toilettes, tu es toujours obligé d'enlever tout le temps ta combi. Et c'est hyper relou. Oui. Et elle a eu l'idée ingénieuse et fortement technologique de mettre des petits boutons à notre entrejambe. Donc, mesdames, allez découvrir La Totale. La Totale. Et avec dans le nom. Ouais, en plus. Et puis, elle est très drôle et très forte en com. Et avec Adèle, on commence à se lancer dans un projet de boîte ensemble, justement sur le recrutement de talents en intelligence artificielle. Il se trouve que ni elle ni moi n'étions tech, qu'il fallait qu'on aille chercher un associé de tech. Et au moment où elle commence à réfléchir à son projet, justement, La Totale pour... développer Cale Chemise. Moi, je rencontre par hasard Cédric de Noyel au restaurant à la piscine. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des restaurants qui a une des plus jolies vues. Exactement. Qui a une des plus jolies vues de Lyon. Et j'étais censée aller nager et finalement je me suis retrouvée à boire une bière avec ce fameux Cédric. Et Cédric était en train de bosser sur la conférence de presse de lancement de H7. Et il me dit, parce qu'on s'était quand même déjà rencontrés à plusieurs reprises par le biais de Meetup ou autre, et il me dit, ah bah toi tu t'y connais un petit peu en digital, est-ce que tu veux bien jeter un coup d'œil à notre dossier de presse. Et finalement, ce qui devait être une rencontre de 10 minutes s'est transformé en un échange de 4 heures. Et je savais qu'il recherchait un directeur. Et jusqu'alors, comme j'étais dans mon projet avec Adèle, etc., je ne m'étais pas vraiment positionnée sur le poste, mais que je suivais évidemment depuis mon arrivée à Lyon, en toute transparence et honnêteté. Et moi, je lui ai envoyé des profils à Cédric. Depuis, je lui disais, ah tiens, il y a telle ou telle personne, elle serait top pour le poste de directeur. Et puis il me dit...
Mais en fait, tu veux pas postuler. Et voilà, et donc c'est cette rencontre. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie, il faut savoir se saisir du destin. Je crois fondamentalement qu'un lieu dédié aux entrepreneurs, il doit être porté par un entrepreneur qui comprend ce que c'est que les difficultés de monter sa boîte, qui a envie d'échanger avec les autres et de partager son expérience. La deuxième chose, c'est quand il m'a présenté le projet et ses valeurs, et je vais en parler juste après, je m'y suis tout de suite retrouvée. Et puis la troisième chose, c'est quand il m'a montré le lieu. Et là, j'ai fait waouh, mais ce bâtiment est absolument magnifique. Donc, ces 3 raisons-là fait que j'ai dit si tu veux bien de moi, je suis partante. Et puis on a commencé le truc. Nickel. Une histoire de rencontre. Et Hachette concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce que c'était ça ta question. Hachette déjà, donc l'identité visuelle et le nom portent le lieu. Donc c'est un lieu avant tout, puisque le H c'est en hommage au bâtiment, à la Halle Girard. Le 7, initialement, c'était l'adresse, donc le 70 Cap-RH. On s'est rendu compte que ça avait une deuxième signification, puisque ça fait 7 ans que l'écosystème entrepreneurial lyonnais s'est structuré, avec la naissance de Boustignon, de Ronalpia, et également de la cuisine du web à l'époque. Et aujourd'hui, on a 50 structures, des pôles de compétitivité, des clusters, des accélérateurs, des incubateurs, des fonds d'investissement, des business angels, etc., qui sont là pour aider les startups à se créer, à grandir sur Lyon. Donc c'est super chouette. On a un écosystème qui est vivant, qui est dynamique. Et maintenant, ce qui manquait à cet écosystème-là, c'était un lieu de ralliement pour accompagner en fait le passage à l'échelle de la métropole. Alors c'est un mot qui veut un petit peu rien dire, donc je vais l'expliquer. Ça veut dire concrètement comment est-ce qu'on aide la métropole de Lyon à grandir en aidant ces entreprises à grandir en fait. Avec évidemment une dimension d'ouverture sur l'international, en premier lieu déjà sur l'Europe. H7 concrètement, c'est le plus grand lieu de vie qui est dédié aux entrepreneurs en croissance à Lyon. C'est important, c'est un lieu de vie avant tout. Un entrepreneur, il passe la majeure partie de son temps dans son entreprise. Au boulot. Au boulot, quoi. Et donc, il faut qu'il s'y sente bien. Il faut qu'il puisse faire venir ses enfants parfois le mercredi. Il faut qu'il puisse faire du sport. Il faut qu'il puisse se restaurer, etc., etc. Il faut qu'il puisse s'ouvrir par le biais de conférences. Enfin, voilà. Donc tout d'abord, c'est un lieu de vie. Et la vie, encore une fois, ça passe par de l'humain. Donc c'est avant tout un lieu où on va rencontrer d'autres personnes avec lesquelles on a envie de créer de belles histoires. Et dédié aux entrepreneurs en croissance, donc ça c'est l'autre partie. Ça veut dire qu'à Lyon, il y a déjà beaucoup de structures sur la création d'entreprises. Ce dont manque la France aujourd'hui, c'est très bien de parler start-up, mais comment est-ce qu'on aide ces startups à grandir et à devenir pérennes et durables et à devenir quelque chose qui est peut-être beaucoup moins sexy, mais qui est vraiment utile et d'intérêt général, à devenir des PME, des ETI, pour certaines des grands groupes et pour, je l'espère, des champions internationaux. Mais toutes les boîtes n'ont pas vocation à devenir des licornes. C'est ça. Concrètement, à H7, il y a 3 espaces. La zone home, qui est la zone vraiment de travail, avec 3 parties qui sont dédiées aux entrepreneurs. Et donc évidemment aux startups, puisque par le biais donc, de ces appels à candidature par promotion, comme je le disais tout à l'heure, donc la Fleet One, on a eu à peu près 200 candidatures, on a rencontré 80 boîtes en face à face, et le comité de sélection, il était composé de tous les acteurs de l'écosystème lyonnais. Donc c'est pas l'équipe Hachette qui a choisi, il y avait des entrepreneurs, Combien il y a eu de retenues au final 42 parce qu'on voulait faire un petit clin d'œil à Saint-Etienne. Puis c'est la réponse à l'univers et tout le reste comment il s'appelle, de H2G2. Ah ouais? Oui. Une référence geek aussi, c'est très bien. Tu m'apprends des choses. 42 sur combien 200 candidatures. Ouais. Et nos critères de sélection, c'était pas les grilles traditionnelles que tu trouves, parce qu'on estimait que justement les membres de ces comités savaient très bien analyser une boîte, analyser une équipe, analyser un projet. Donc par contre, nous, ce qu'on leur a demandé, c'est quand même un positionnement, c'est-à-dire avoir des entreprises qui ont soit déjà de l'attraction commerciale. On se positionne souvent comme l'after des programmes d'accompagnement. Donc il y a beaucoup des startups qui candidatent à H7 qui sont passées avant par le M Lyon, par le B612, par Boustignon, etc.,
par les premières, anciennement les pionnières, par Onapia. Donc l'idée, c'est justement d'accompagner l'accélération business de ces entreprises qui sont d'ores et déjà créées. Exception faite pour les cas de boîtes très deep tech, avec justement un projet R&D qui peut sortir d'un laboratoire ou autre. Comment est-ce qu'on accompagne justement la transformation de la tech en produit et comment est-ce qu'on accompagne la mise sur le marché. Okay. Donc toujours en fait sur une accélération business. Le deuxième critère, c'était cette notion d'intérêt général. En quoi est-ce que mon projet il va faire du bien il va permettre de créer de l'emploi, il va permettre de résoudre une problématique environnementale ou sociétale. Le troisième critère, c'était comment est-ce que H7 peut les aider, c'est-à-dire est-ce que vraiment les programmes qu'on va mettre en place vont leur servir à quelque chose, et également comment est-ce que la start-up pouvait aider l'écosystème. Je m'explique. Aujourd'hui, on a Tizit, on est un des clients de Tizit, qui va monter toute la plateforme média de H7 en installant des caméras connectées dans l'ensemble du bâtiment. Donc voilà, Tizit, ils apportent au projet H7 en tant que tel et ils nous aident aussi à le faire grandir. Ou encore, là, on est en train de discuter avec Digital qui fait des cours de formation numérique pour les enfants de 5 à 14 ans sans écran. Digital, on est en train de voir avec eux comment est-ce qu'ils vont pouvoir animer des mercredis pour les enfants au cœur de H7. Ça, c'est génial. Okay. Et puis, on avait un critère qui était celui de l'exception, c'est-à-dire celui qui rentre dans aucune de ces cases-là, mais qu'on a envie d'accompagner. Typiquement, ça peut être le cas sur des projets dans le domaine de l'e-sport, par exemple, qui est un vrai sujet sur la e-monétisation de l'e-sport. Il n'y a aucun incubateur aujourd'hui à Lyon qui s'est positionné dessus. Donc là, on s'est dit, oui, on pouvait prendre des projets un peu plus early stage sur des sujets qui n'étaient pas forcément accompagnés aujourd'hui à Lyon. Donc toujours cette logique de qu'est-ce qui manque et comment est-ce qu'on peut y répondre. Donc voilà, et finalement, ce qu'on souhaitait, c'était surtout d'avoir de la diversité dans les startups de H7, parce que on croit que si tu mets que des gens de la numérique et de la tech ensemble, ça va faire des boîtes du numérique et de la tech. Alors que si tu mélanges des gars du numérique et de la tech et des nanas de l'innovation sociale, avec et je fais exprès, avec des jeunes de la créativité et du numérique et avec des personnes âgées qui font du skateboard, j'en sais rien, je dis des conneries, mais l'idée, c'est cette idée que c'est comme ça qu'on va créer des nouveaux projets. Donc la diversité est un vrai critère. Donc on a des startups dans le sport, dans l'éducation, dans la Smart City, beaucoup dans la santé, faut le dire. On a aussi des projets qui sont en lien avec l'économie du territoire, dans le handicap, dans la mobilité, enfin bref. C'est top, tout pour améliorer la condition de vie. Donc voilà, donc H7 c'est... Donc cet espace de travail avec donc des startups, mais également tout un pool de ce que nous on a appelé les helpers. Les helpers sont ces entrepreneurs typiquement comme Jean-Michel Bérard qui a fondé Esquerre ou comme Sylvain Tillon pour Tilki ou comme Jade Lemaître de Ease Robotics ou Émilie Le Goff de Troops. Toutes ces personnes-là qui vont accorder de leur temps aux startups de H7 pour les accompagner dans leur développement. Et l'autre chose, ce sont les experts. Donc il y a les startups, les helpers et les experts. D'accord. Les experts, ils vont accompagner les startups sur nos 7 piliers stratégiques d'accompagnement, que sont le business, évidemment. Déjà, vends ton produit, fais du chiffre d'affaires. Peut-être que derrière il y aura une levée de fonds, mais en fait quand même c'est pas parce que on pense à intérêt général qu'il faut pas le concilier avec performance économique. Donc la vente est la clé de voûte de toute entreprise. Donc le business, à la fois sur la stratégie commerciale et encore une fois le marketing aussi et la communication. Le deuxième, c'est le produit et l'UX. Comment est-ce que je fais en sorte que mon interface elle soit vraiment attractive, exactement et ergonomique, voilà, et que elle pousse à faire quelque chose surtout, parce que cette idée toujours d'action. Les RH, comment est-ce que je fais pour passer de 2 à 5 à 50
à 100 salariés en l'espace de 1 an. Comment les manager surtout. Comment les manager, comment les recruter, comment les fidéliser, comment créer ma culture d'entreprise. Donc business, produit X, RH, tout ce qui tourne autour également de la cybersécurité et de l'éthique, les technologies fondamentales. Donc autour intelligence artificielle, blockchain. On a notamment l'école Microsoft, Simplon de Microsoft, qui a pris ses bureaux dans H7. Donc c'est l'école IA Simplon de Microsoft. Donc on a 16 apprenants en permanence qui se forment justement à l'intelligence artificielle et qui vont travailler. On est toujours dans cette logique de comment est-ce que vous pouvez apporter aussi de la valeur aux habitants de H7. Donc les étudiants de Simplon vont travailler sur des cas pratiques des startups de H7. La blockchain avec iExec, l'international, il y a Only Lyon, Adderley qui ont pris des bureaux au cœur de H7. Il y en a un essentiel qui manque, le financement. Donc, et quand j'entends financement, c'est la problématique des startups. Exactement, le financement à la fois bancaire et aussi en equity. C'est marrant que tu as oublié ça parce que c'était ton cœur de métier avant. Voilà, exactement, comme quoi. Et donc ouais, dans le financement, donc là on a 4 partenaires d'ici. Honest, Brega, Ainov et Sofimac, qui vont également accompagner les startups d'H7 sur leurs problématiques. On espère qu'on en aura plus demain. Et puis on a notamment notre partenaire fondateur, le Crédit Mutuel, qui est présent physiquement dans H7. Et donc on a quelqu'un du Crédit Mutuel qui peut répondre à toutes les questions des habitants. Et il a même une chaîne Slack dans le Slack des habitants. Donc parfois les gens, il faut que je fasse ça. Comment est-ce que je fais pour ouvrir un compte international ? Enfin, dès qu'ils ont une question, ils peuvent lui poser la question. Donc voilà les 7 piliers. Ce qui est hyper important, c'est qu'on connaît vraiment les startups qui s'implantent au cœur de H7. Donc notre startup manager Julien, il passe en moyenne 1h30 tous les 2 mois avec chacune d'entre elles pour comprendre où est-ce qu'elles en est ou quels sont ses besoins et comment est-ce qu'on peut l'aider. Et puis évidemment Cédric et moi on assiste on va voir également les entrepreneurs lors de ce qu'on appelle ces diagnostics pour savoir comment est-ce qu'on peut les aider également sur des mises en relation business. C'est top. Et pas faire trop d'accompagnement pour de l'accompagnement, mais cibler sur des vrais besoins. Constructif, Exactement. D'accord. On va plus se concentrer sur toi maintenant. Quelle est la plus grande épreuve que tu as dû affronter dans ta vie pro et quelle est ta plus grande fierté professionnelle ? La plus grande épreuve, je pense, c'est justement le passage en fonds d'investissement. Pas que le job en tant que tel n'était pas passionnant, j'ai appris énormément de choses, mais c'est parce que en fond tu bosses quand même tu fais des sacrés horaires. Je me rappelle de bosser le dimanche sur des projets d'introduction en bourse un petit peu complexes et de me dire à un moment, mais qu'est-ce que je fous là ? Et en fait, je crois que c'est là où j'ai opéré ce vrai virage, et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvée en audit. C'est que j'ai dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire ici un dimanche, alors que je suis à Londres, que je devrais être en train de découvrir cette ville et ses habitants, et que finalement, je suis même plus au contact des entrepreneurs, puisque je travaille sur un dossier PowerPoint. Et là, j'ai fait waouh! Et il faut absolument que je revienne à la réalité économique. Il faut absolument que je revienne aux hommes et aux femmes. Et c'est comme ça que je suis repassée par la case audit. J'avais besoin d'être au contact des entrepreneurs et de comprendre derrière les chiffres ce qui s'y passait. Pour moi, ça a été, je crois, le moment où j'ai eu ce déclic de ce qui me plaisait vraiment, c'était à l'humain dans tout ça. Et la plus grande fierté, c'est ça, la plus grande fierté. Ce sont tous ces mentors que j'ai eus qui ont cru en moi. Que ce soit le prof de philo en classe préparatoire, à Gérard Barillet, qui a été justement mon premier boss à la direction Corporate Finance de Lille au LCL, qui m'a mis, alors que je ne sais pas quel âge j'avais, mais je devais avoir 22 ans, sur des opérations de LBO, de rachat d'entreprise, en face de l'entrepreneur. Frédéric Noët, ensuite mon prof de majeur d'entrepreneuriat, Olivier Masclef, aujourd'hui évidemment Cédric. En fait, ma plus grande fierté,
Je crois que je me suis retrouvée quand même assez jeune à des postes stratégiques en face de personnes extrêmement inspirantes et qui m'ont portée et qui m'ont soutenue. Merci d'avoir cru en moi. Je pense que c'est la première fois que je le dis d'ailleurs comme top. ça. Donc, voilà. Merci de partager ça avec nous. Est-ce que tu as des conseils pour celles et ceux qui nous écoutent ? Je crois que le principal conseil j'aime pas trop donner des conseils en fait. D'ailleurs, dès qu'on fait les diagnostics avec les startups, je leur dis écoutez, on vous dit ce qu'on comprend, et ensuite à vous de prendre ou à ne pas prendre. Et c'est vous qui connaissez votre entreprise mieux que personne. Donc voilà. Mais si en tout cas, plutôt je devais donner une trajectoire, on va dire, c'est surtout de croire en ce qu'on fait. En permanence et de pas avoir peur. Ça n'empêche pas de douter. Mais il ne faut pas avoir peur lorsqu'on est convaincu que la finalité de ce qu'on est en train de faire, c'est la bonne chose et c'est celle vers laquelle on doit aller. En anglais, je dis souvent do what you love et do what you are good at. Et comme ça, a priori, ça devrait bien se passer. Ouais, c'est ça. Et il y a la réunion des deux. Et la troisième chose qui est hyper importante, je crois, c'est de bien s'entourer. Quand on monte une entreprise, encore une fois, c'est parfois un parcours du combattant. Et puis pas que quand on monte une entreprise dans la vie en général. Donc je crois qu'il faut toujours essayer de ne pas perdre de temps, aller du côté des détracteurs, mais plutôt d'aller du côté des accélérateurs. Ouais. Exactement, parce que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre des gens, plutôt essayer de s'entourer de gens qui sont convaincus par ce que je viens de dire, de croire en ce que tu fais. Et derrière d'aller chercher des compétences qui peuvent t'aider à avancer, de t'entourer de gens qui sont spécialistes de plein de domaines, de gens avec lesquels tu as envie de sourire tous les jours. Mais si on est convaincu de la finalité du truc, faut y aller. On arrive à la fin, aux 3 dernières questions du podcast. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles ? Tout à l'heure, tu me disais un papier, un crayon. Ouais, je crois que c'est toujours un papier et un crayon, c'est la base. On a beau être à l'ère du digital, parfois ça sert à rien d'utiliser un outil alors qu'une bonne feuille affichée avec les éléments clés. Et puis je crois beaucoup dans le management visuel pour le coup. Okay. Donc un bon papier, un stylo. En vrai, moi, en termes d'outils digitaux, j'utilise Trello, mais à fond. J'adore aussi. Slack. Évidemment, c'est l'outil qu'on utilise ici au quotidien avec les habitants. Ouais. Et j'ai très envie de regarder un petit peu. Aujourd'hui, je suis sur la Google Suite et tout ça, mais j'ai très très envie d'aller voir ce que fait Quant quand même. Ouais. Quand on sait que Google aujourd'hui contrôle 80% des recherches aux États-Unis, enfin que 80% des recherches aux États-Unis sont faites par le moteur de recherche Google. Je vais aller regarder ce que fait Quant pour le coup. Quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon ? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être gastronomique ou autre. Déjà ma maison. Ta maison, c'est une bonne adresse. Ma maison, parce que c'est là où je retrouve mes enfants et mon mari. Je suis dans le 7e, à côté de la place Saint-Louis. Ouais. Donc c'est un quartier que j'adore. Aller avec les enfants au café Pimpon, aller rencontrer Keiko, elle est absolument top. Elle a créé c'est un petit café en fait où on peut se poser pour déjeuner ou boire un verre, et surtout où il y a plein de jeux pour les enfants. Donc ça, j'adore le café Pimpon. Okay. En termes de resto, parce que j'aime bien manger, je suis une fan du café du Nain. Okay. C'est de la bonne bouffe bien lyonnaise. Par contre, si vous voulez une salade verte et un sashimi, c'est pas là. Hein, donc non, là c'est tripes. Okay. Et évidemment le restaurant à la piscine pour sa vue et la maison de la danse. Mais quelle programmation! Je crois que j'ai jamais été déçue par la maison de la danse. J'ai mon abonnement d'ailleurs. Et puis c'est un endroit extraordinaire. C'est le jardin du musée des Beaux-Arts où j'adore aller bouquiner pour le coup. On a l'impression de sortir. On est sur la presqu'île où il y a tous ces magasins, là, ce commerce. Et puis ces gens en permanence, et tout d'un coup on rentre dans ce petit havre de paix. Il n'y a jamais personne en plus. Il n'y a jamais personne. C'est bizarre. Je ne sais pas s'il faut qu'on le dise en fait. Non, il ne faut pas le dire. N'y allez pas. N'y allez pas. C'est moche. En fait, c'est pas top. Il y a des trucs vraiment Renaissance, c'est pas. Et pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré, ému ou réjoui ces derniers temps. Ça peut être un livre, un site web, une musique. Et un moment dans l'inauguration de H7 qui m'a particulièrement émue,
C'était le barbecue qu'on a fait avec les ouvriers qui avaient aidé à construire ce projet. Et en fait, tu te rends compte que souvent, ils travaillent, donc tous ces corps de métier, électriciens, plaquistes, etc. Ils travaillent sur des projets et ils ne peuvent pas forcément le montrer à leur famille derrière. Et là, on les avait invités avec mari, femme ou enfant. Et c'était vraiment hyper émouvant. Et ce lieu, sans eux, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment inspirant. J'ai, dans un tout autre registre, Chili Gonzalez à l'Auditorium de Lyon pour la soirée d'ouverture organisée par Artifarty Nuit Sonore. C'est un showman sur scène et puis un pianiste émérite et quelqu'un de brillant. Donc ça, c'était vraiment top. À la Maison de la Danse, j'ai aussi vu Ophège Schechter là, qui apportait une vision assez apocalyptique du monde avec des rythmes complètement déjantés, enivrants. On avait envie de monter sur scène et de danser avec les danseurs. Ça, c'était des moments hyper forts. Et puis j'ai juste envie de finir sur mon fils qui m'a montré ce matin son cahier de classe et ce qu'il avait réalisé sur le dernier mois. Donc voilà, j'en ai 2, mais ça m'a ému. Ça, c'est des moments très émouvants. Ouais. C'est trop bien de finir sur ça, donc merci beaucoup d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci à toi. Je te l'ai dit en introduction, mais j'adore le média podcast. Et je t'en ai parlé, j'ai une autre amie qui monte la toile sur écoute aussi, Pénélope Boeuf. Oui, allez écouter du coup. Je vous invite à aller l'écouter. Ouais. Bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Et puis j'espère surtout à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup. Le podcast est à présent terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Gone Digital sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, le lion est présent un petit peu partout. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite, merci.